voilà, de la même manière que les jeux vidéo peuvent servir de médiation en psychothérapie, ils peuvent être aussi utilisés dans le cadre de la pédagogie. Un peu plus loin, mais toujours proche, sur Twitter, Laurent Join, parce que bon, les gens ont plusieurs métiers, mais ils ont aussi plusieurs vies. Hein. Ils ne sont pas simplement juste limités à cet espace géographique. La plupart sont d'assidus utilisateurs des médias sociaux et de Twitter. Donc, voilà, Laurence tweet aussi. Mais ici, on a le droit. Hein. Oui. donc, Laurent Join a eu la bonne et heureuse idée d'utiliser les dispositifs que lui tendait la culture dans le cadre de son travail. Alors, je dis c'est une bonne et heureuse idée parce que, comment dire, il y a une espèce de cécité de l'éducation nationale qui est arc-boutée à la culture du livre et qui ne voit pas, ou pas suffisamment, comment les matières numériques, le réseau, les choses dont on se sert quotidiennement et habituellement, peuvent être utilisées en classe. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où vous faites rentrer Twitter dans la classe, vous avez l'effet inverse, la classe sort de la classe et se répand aussi sur le réseau social. Et tout ça pose des questions qui me semblent aussi intéressantes que passionnantes, et Laurence pourra nous en parler. Et puis, enfin, last but not least, comme on dit avec mon accent qui a fait toute ma célébrité et tout son succès pendant mes années de collège, il y a Leslie Garot qui a été un des premiers ici avec Thomas Parisot, que je ne vois pas dans la salle Noire de Monde, et ça c'est un regret que j'ai, mais on lui dira, hein, Thomas. Donc il a été un des premiers avec Thomas Parisot à organiser des événements dans Bordeaux autour de la blogosphère. Alors, c'est vraiment quelque chose de précieux parce qu'on a généralement tendance à comprendre les mondes numériques comme des mondes qui sont, selon l'expression consacrée, dans les nuages, c'est-à-dire sans lien avec ce qui se passe dans la cité. Et Leslie nous a montré que non seulement c'était faux, mais c'était aussi important que ceux qui vivent apparemment dans les nuages aient un point d'ancrage régulier et se retrouvent dans l'espace de la ville pour discuter, partager des idées, des envies, des désirs, etc. C'est toujours une habitude que les digiborigènes ont eue, hein, de se rencontrer tôt ou tard dans l'espace de la ville, des temps immémoriaux de Usenet jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu des moments où les gens se rencontrent, et on a toujours eu besoin de personnes comme Leslie pour nous organiser ces événements et nous permettre de nous retrouver autour des choses, de nos passions communes. Alors on va commencer, on va peut-être garder cet ordre d'ailleurs, on va commencer par Michel qui va nous parler du jeu vidéo et du travail clinique qu'il mène, et ensuite le tempo c'est une demi-heure de speech et puis une demi-heure d'échange avec la salle, et puis ensuite on passe aux personnes suivantes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Michel Agi, je suis psychologue clinicien au point d'accueil d'écoute jeunes de l'association Charles Péguy à l'écoute au Val d'Oise. Je suis également doctorant au laboratoire psychanalytique de psychanalyse de psychopathologie d'atteinte somatique et identitaire, Paris 10, Nanterre. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur l'utilisation du jeu vidéo comme un outil de travail clinique. Tout d'abord, veuillez m'excuser préalablement si je fais des fautes en français. Je vais essayer de faire de mon mieux de parler le plus correctement possible. Voilà. Et je vais demander l'aide de Diane de passer d'un diapo à l'autre parce que je ne suis pas trop doué avec le mic. Juste une petite introduction sur pourquoi le jeu vidéo. Comment l'histoire a commencé avec le jeu vidéo, l'intérêt à utiliser cette médiation dans un travail clinique. L'histoire en fait commence durant un ancien poste que j'occupais au Liban à la fin de l'année 2006, après un conflit armé qui a eu lieu au Liban, où j'étais responsable national des programmes de support psychologique avec la Croix-Rouge libanaise. Et on donnait des formations, on passait dans les centres de Croix-Rouge régionales,
où il y avait des jeunes qui étaient volontaires et intéressés à ce travail, à assister à ce programme pour faire des séances de groupe de parole ou de briefing aux gens qui étaient touchés par ce traumatisme. Et pendant ces séances de formation avec les jeunes, il y avait un jeune en particulier qui s'appelle Marc qui a attiré mon attention parce que pendant les repos entre séances, il partait toujours sur son écran, il était tellement occupé qu'il fallait chaque fois lui appeler pour qu'il revienne à la séance. Et par curiosité, je me suis adressé à lui en lui demandant qu'est-ce qu'il fait sur son écran. Et en fait, il était sur le jeu des Sims. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le jeu. C'est un jeu où on peut créer une certaine vie, on peut créer un avatar, jouer avec un avatar tout seul, ou créer toute une famille, ou créer un couple. Ce jeune, je vais essayer de façon très simple de le décrire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce jeune, il avait une histoire un peu dramatique où il a perdu sa mère à l'âge de 10 ans, il était séparé de son père, et il vit entre sa maison d'origine, la maison de son frère aîné et sa chambre universitaire. Il avait à peu près 18 ans à l'époque. Juste de façon très simple, je me suis adressé comme un ignorant pour lui demander de m'expliquer de quoi il s'agit dans ce jeu, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et puis il a commencé à raconter qui a créé dans le jeu, quels sont les avatars, quelles fonctions ils ont dans sa pensée, comment ils jouent avec. Et en fait, ce jeune a reproduit d'une façon très intéressante la famille qu'il a perdue sur le jeu. Il a reproduit sa mère qui était présente, ses deux parents qui sont en couple dans la maison. À cause de certaines difficultés, des primes passagers qu'il a mis un surpoids qui mettait sa santé un peu en danger. Sur le jeu, il s'est créé en état physique parfait, bien musclé, très bien structuré. Et ça a aussi entraîné certaines difficultés dans sa vie relationnelle, où sur le jeu, il a de la même façon transposé ça, une vie de couple parfaite, avec une femme qu'il décrit de très sexy, de très attirante, de très intéressante, de sa femme idéale. C'est cette histoire qui a débuté mon intérêt aux jeux vidéo dans cette dimension de projection où les jeunes peuvent, ou ce jeune-là surtout, a mis en jeu, littéralement a mis en jeu ses désirs, ses intérêts, ses rêves qu'il n'a pas pu réaliser dans sa vie réelle. Et du coup, un petit travail de recherche a commencé à suivre les jeunes qui sont surtout intéressés par certains types de jeux vidéo. Ou plus tard, je vais essayer de parler d'une certaine distinction qui était faite par des psychologues et psychanalystes qui ont travaillé déjà sur le sujet, notamment Serge Tisseron, sur les modes de jeu qu'on appelle narratifs et les jeux répétitifs et la différence. J'étais surtout intéressé par les jeux narratifs, dans le sens où les jeux où le sujet va construire une certaine histoire, va mettre en jeu une histoire ou bien personnelle, individuelle, ou bien d'une autre personne dans sa famille ou dans son entourage. Il va à fur et à mesure construire cette histoire. Au niveau de cette recherche, j'ai rencontré aussi d'autres jeunes qui avaient des histoires intéressantes, comme Anthony, qui a attiré mon attention sur la question de la famille, le rythme et le jeu, qui peuvent se mettre tous dans un même sac. C'est une question. Antoine était un jeune, un adolescent de 12 ans, 13 ans, qui était sur un jeu qu'on appelle Dofus. Et sur Dofus, il y a certains avatars qui sont préconstruits avec lesquels on peut jouer et qui ont des noms très intéressants parce que les noms des avatars sont les noms de certaines marques, de produits, de marchandises qui sont inversés. Par exemple, un de ces avatars qui m'a énormément intéressé, c'est un avatar qui s'appelle Xelor. Et Xelor, si on lit Xelor à l'inverse, c'était Rolex, c'est les montres.
Et comme par hasard, Xelor, c'était un avatar qui a des pouvoirs magiques et qui peut influencer le règlement du temps, qui peut changer le temps, à faire avancer vite les choses, qui a des pouvoirs de manipulation de temps et de rythme temporel. Et Antoine a construit sans cesse des Xelor à répétition, chaque fois avec des histoires plus ou moins différentes, mais qui ont toujours un accent commun. Et Antoine, il était en difficulté scolaire aussi. C'était un jeune qui avait certaines difficultés scolaires, de concentration en classe, dans son rythme d'évolution, dans son évolution scolaire. Et en travaillant plus tard un peu sur la dynamique familiale et auprès de sa mère, j'ai compris de son histoire la difficulté qu'il a dans la maison en absence de rythme temporel total. Il y avait un désordre très, très fort au niveau du rythme temporel dans la maison qui a engendré quelque part chez ce jeune, qui a influencé un retard scolaire. Et il n'a pas eu aucun moyen d'essayer de repérer, d'imaginer une solution, une issue, une sortie de cette histoire qu'à travers ce jeu-là. Il a créé des Xelor qui vont sur le jeu lui aider à organiser sa propre vie, son rythme aussi dans le jeu, parce que tout seul, il n'arrivait pas à le faire, même sur le jeu au début. Et plus tard, je vais aussi essayer de partager avec vous comment on peut avoir un certain suivi à ce niveau-là avec les avatars qu'on crée de cette façon pour faire pour pouvoir travailler sur ces questions. Ce qu'on peut aussi appeler, je venais de partager cette idée avec Julien tout à l'heure, les pattes à modeler numériques. Alors je passe avec les flèches. Dans le poste que j'occupe maintenant, on a mis en place des ateliers jeux vidéo avec des jeunes adolescents. C'est comme un but de médiation artistique, créatif, pour assister le travail clinique. Pour le moment, on a eu certains groupes certains groupes de jeunes qui suivaient un certain soutien scolaire et qui sont venus pour assister à cet atelier, pour s'amuser, pour passer un temps de loisir, mais aussi pour aller un peu plus loin dans sa réflexion, dans sa pensée, dans la façon dont on va réfléchir sur ce qu'on a créé. Alors au début, il y avait la question du cadre. Déjà, de ne pas proposer peut-être le jeu vidéo à un non-joueur, ou bien à quelqu'un qui n'est pas intéressé par le jeu vidéo. Et c'était une grande question. Est-ce qu'on doit vraiment proposer le jeu à tout le monde, à chaque jeune, même ceux qui ne sont pas déjà sur les jeux, même ceux qui ne sont pas intéressés? Ou bien est-ce qu'on va travailler avec cet outil, avec les jeunes qui sont déjà sur les jeux vidéo? Alors pour le moment, on travaille seulement avec ceux qui sont intéressés ou les déjà joueurs. Et dans ce cadre-là, on a essayé de limiter bien sûr le jeu dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que c'est dans des espaces bien précis, pour une durée de temps bien précise. Et tout ceci pour essayer de ne pas ramener ces jeunes à rentrer dans une forme d'attachement au jeu. J'essaye aussi d'être un peu loin du terme d'addiction qui a posé beaucoup de difficultés au niveau de est-ce qu'on utilise le terme addiction pour jeux vidéo ou non. Un accès Internet limité et l'âge, ce sont deux points qui rentrent en parallèle aussi avec le cadre qu'une famille, que les parents peuvent imposer dans leur propre famille aux jeux vidéo. J'ai voulu les mettre pour parler de ceci en commun avec que ce soit un cadre thérapeutique ou bien un cadre familial, parce qu'il y en a beaucoup des jeunes, surtout des jeunes avec qui j'ai travaillé, qui jouaient dans leur maison, qui faisaient pas partie des ateliers, que les parents croyaient qu'ils dormaient pendant la nuit alors qu'ils passaient toute la nuit sur des jeux en ligne.
Et ça a engendré beaucoup de difficultés aussi au niveau scolaire parce que ces jeunes qui n'arrivent pas à se réveiller correctement et qui vont jamais dévoiler le fait qu'ils jouent toute la nuit. Et puis il y a une perte de rythme de sommeil, perte de concentration en classe, difficultés de suivi. Et là, il y avait beaucoup d'essais. J'ai participé à une expérience où on a essayé de mettre des jeunes sur des jeux faits pour un âge plus avancé, par exemple des jeunes de 10 ans, 11 ans sur des jeux de plus de 12 ans. C'était une expérience très importante parce qu'elle nous a appris énormément beaucoup de choses et vraiment l'utilité des âges qu'on trouve normalement à l'envers des jeux vidéo et pourquoi il ne faut pas vraiment mettre un jeune sur un jeu qui n'est pas fait pour son âge. Mais surtout, il y avait quelque chose de très important, c'est l'angoisse qu'un jeune peut avoir devant un jeu qui ne correspond pas à ses capacités ou bien à son développement, que ce soit cérébral, psychologique, même parfois physiologique. Le développement mental est important à ce niveau parce que les jeunes qui se mettent à jouer tout seuls sur des jeux qui ne sont pas faits pour leur âge et qu'ils n'arrivent pas de trouver une sortie de la quête qu'ils ont ou bien de pouvoir vraiment résoudre la tâche qui est devant eux, se mettent dans une angoisse qui s'amplifie en parallèle avec certaines angoisses qui sont venues déjà avec pour les mettre en jeu. Ça veut dire certains jeunes déjà se mettent sur le jeu, ils essayent de projeter sur un espace qui est facile pour eux à manipuler, à travailler, comme on a dit, cette patte à modeler numérique, à mettre en jeu certaines angoisses, certaines difficultés qu'ils ont, certaines questions. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que ça va donner un certain résultat? Est-ce que ça marche sur le jeu? Et s'ils tombent sur certains jeux qui ne sont pas faits pour eux et qui sont très difficiles à trouver une sortie, une issue de ce jeu-là, ils vont avoir une certaine angoisse qui va s'amplifier. Chaque fois qu'ils essayent, qu'ils n'arrivent pas, ça va fixer l'idée que cette question qui m'angoissait déjà, qui m'inquiétait déjà, ça se vérifie sur l'écran que ça n'a pas de sortie, ça n'a pas de solution. D'où vient le dernier point, l'accompagnement. Que ce soit un accompagnement professionnel ou que ce soit un accompagnement au sein de la famille, que ce soit un parent, un frère, sœur aînée, mais surtout les parents, je crois qu'il serait quelque part très intéressant si les parents peuvent se mêler de ce que les jeunes font sur les écrans, sur les jeux vidéo. J'ai mis le mot un peu adapté entre parenthèses pour ne pas oublier de parler de l'accompagnement. Quand on a parlé de l'accompagnement à certains parents dans des petites rencontres avec des parents, il y a beaucoup de parents qui ont commencé à dire oui, moi je suis toujours à côté de mon fils quand il est devant l'écran, je m'intéresse beaucoup, parfois je joue avec lui. Il y en a certains qui ont allé même à expliquer le fait qu'ils sont toujours devant l'écran avec leurs enfants. Et d'où on a essayé d'expliquer le fait que cet accompagnement serait beaucoup plus bénéfique s'il est en alternance, en absence-présence. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jeune a besoin d'avoir aussi son temps personnel devant l'écran, et pour le loisir, et pour pouvoir construire aussi une dimension où il va projeter, cette projection va pouvoir prendre lieu quand il est seul. Parce que la présence d'un parent ou d'un tiers va toujours changer, altérer la façon dont la projection se fait. La projection de sa vie personnelle, de certains soucis qu'il a, qu'il va mettre en jeu. Alors déjà cet accompagnement, même avec les professionnels, on essaye d'être parfois présent pour un certain moment, pour voir ce qui se passe, pour discuter avec le joueur du jeu, de ce qui se passe sur le jeu, de l'évolution, mais aussi laisser un certain temps vraiment personnel pour tisser une relation avec surtout l'avatar, surtout quand il y a les jeux où il y a une création d'avatar dedans, pour laisser le joueur tisser cette relation très personnelle avec l'avatar.